Vous entendrez ici, vous n'entendrez nulle part ailleurs. Alors surtout, ça reste entre nous. Paola Audrine Dengue, Oui. est-ce que tu peux m'expliquer quel est ton domaine d'expertise? Parce que tu fais plein de choses. Donc déjà, explique-nous, qu'est-ce que tu fais au juste? Quels sont tes domaines d'expertise? Je pense qu'on doit parler au pluriel. On va parler au pluriel, effectivement. Mes domaines d'expertise sont médias, marketing, c'est les deux principaux, on va dire. Et derrière, je ne sais pas si l'entrepreneuriat est un domaine d'expertise. Je ne sais pas. Je peux peut-être rajouter ça. Je vais m'arrêter peut-être à ces trois-là, parce que le reste, c'est beaucoup plus des centres d'intérêt. Mais comme j'y mets la même rigueur dans le boulot, c'est vrai qu'à un moment donné, on ne fait pas la différence. Sinon, je pourrais rajouter géopolitique, mais est-ce que c'est un domaine d'expertise dans mon cas, ou c'est un centre d'intérêt fort plutôt? Je ne sais pas. Donc, c'est En un fait, peu tu ça. as une curiosité qui fait que tu t'intéresses à plein de choses. Exactement. Et ça correspond bien quand on fait du média ou du marketing. On peut justement aller comme ça de façon transversale sur plein de secteurs d'activité. Transversal, c'est vraiment, je pense, le mot qui me définit peut-être le mieux. Ouais. J'ai vraiment une approche très transversale, très horizontale et pas verticale des sujets. On peut préciser aussi que tu es né à Douala. Je suis né à Douala. Mais que tu étudies en France. Oui. D'accord. Donc je suis né à Douala, j'y ai été scolarisé jusqu'à mes 12 ans et à partir de 12 ans ça a été la France. Donc je fais un cursus assez classique, collège, lycée, littéraire. Donc arrive donc l'année d'orientation du bac. Pour moi j'ai envie de travailler dans le luxe, donc dans ma tête c'est école de commerce. Mais ma mère qui a vraiment une culture de l'excellence, etc., et je ne sais pas qui lui a mis dans la tête que je devais faire Sciences Po, mais tu vas faire Sciences Po. Bon, et donc qui dit Sciences Po dans le système scolaire français, très souvent, pas toujours, dit quand même passer un peu en classe préparatoire avant. Ça aide quand même un peu plus à intégrer les filières sélectives, comme on dit. Et donc elle tombe sur une interview du proviseur du lycée Henri IV, qui est un des lycées, on va dire, les plus prestigieux de France quand même, et notamment en termes de classe préparatoire, c'est dans le top 3 ou top 5. Ouais. Donc très très sélective, et qui dit qu'ils ont ouvert une voie, ils font une espèce d'expérimentation pour prendre des gens qui ne sont pas issus du sérail Henri IV très élitiste parisien. Tiens, on va essayer d'ouvrir un peu à des gens qui viennent d'autres horizons, etc. Et ma mère me dit mais ça c'est pour toi, etc. Bon, moi, je la suis. Moi j'étais en pensionnat à ce moment-là. Et donc, c'est quand je suis en pensionnat que j'apprends qu'il y a eu, je crois, 2000 personnes qui ont candidaté pour cette expérimentation-là, Henri IV, et je suis dans les 30 retenus pour la première session. Wow. Je fais les 2 ans là-bas, et je pense qu'entre-temps, je montre mon premier projet, et finalement, je me dis Sciences Po. Ouais, finalement, ça correspond plus exactement à ce que je veux. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, je vais aller à la fac d'abord, le temps de décider exactement ce que j'ai envie de faire, puisque les 2 années de prépa étaient comptées comme 2 années post-universitaires. Donc, j'avais pas perdu. Oui. Donc, quand je pars de là, je vais en 3e année de licence. Et là, c'est là que j'ai ma licence en sciences du langage et lettres modernes à la Sorbonne. Avec le recul, qu'est-ce que cette expérience Henri IV, parce que, encore une fois, c'est quand même un établissement extrêmement prestigieux, élitiste, ce n'est pas une expérience accessible à tous. C'est sûr. Qu'est-ce que tu en as tiré, toi? Beaucoup de choses. La méthodologie, que je garde encore jusqu'aujourd'hui. Très important. La méthodologie, parce que il y a ce qu'on apprend, bien évidemment, mais il y a aussi comment on l'apprend, et la curiosité, en fait, dans la méthodologie. C'est-à-dire, il y a une forme de rigueur. Je me rappelle qu'on passait ce qu'on appelle des calls, donc des espèces d'entretiens quand même très, très cadrés, très notés par des profs, les samedis matins, où on allait me prendre, je sais pas moi, l'Iliade, ou je ne sais pas quelle œuvre classique sur la Grèce antique, ou je ne sais pas quoi, on me la pose, et alors vous avez 30 minutes pour en gros disséquer ce texte-là et m'expliquer X, Y, Z. Et donc à la fin, ce qu'on note, c'est sûr qu'on va noter je vais dire le parti pris, mais à la limite on s'en fout, c'est-à-dire que c'est des œuvres qui ont 200 ans, donc on va rien dire qui n'a pas déjà été interprété, surinterprété, donc c'est pas le point, mais c'est vraiment quelle est la méthodologie de lecture, comment on interprète, comment on véhicule son idée, comment on argumente. C'est vraiment plus ça qui est noté, donc je pense que moi ça m'a beaucoup aidé là-dessus, bien évidemment en termes de culture générale ça va sans dire, mais c'était vraiment sur comment on défend ses idées. Même si elle est fausse, hein, c'est-à-dire c'est plus j'allais dire la logique, comment on la défend, plutôt que l'argumentaire en lui-même, au point où vous dites je suis complètement en désaccord avec ce que vous dites, mais par contre j'admire la manière dont vous exprimez vos idées. Et donc ça, même en termes d'éloquence, ça a été un très très bon apport. Donc il y a cette partie-là. J'allais dire encore une fois, ça m'a vraiment fait comprendre pour le coup effectivement l'importance du capital culturel, parce que en discutant parfois avec certains d'entre eux, je voyais qu'ils avaient certains réflexes. Ils allaient faire certains comparatifs qui moi ne me venaient pas d'entrée de jeu. Et donc je me rends
rends compte que Tu là, peux donner effectivement... un exemple? T'as un exemple à me donner ou pas? Je ne sais pas, mais c'est vraiment des choses très anodines, hein, mais pas... Bon, ça va être, par exemple, beaucoup qui font des blagues en référence à des auteurs latins, tu vois, ça c'est des trucs que ça ne me viendrait pas comme ça tout de suite, mais en fait c'est plus... C'est pas le fait qu'il le fasse, c'est le naturel avec lequel c'est fait. Ouais. Et là, tu te dis, en fait, on est vraiment le produit de nos environnements. Ouais. Parce que je pourrais faire la même chose avec des blagues sur des auteurs camerounais, ils comprendraient rien. Bien hein. sûr, Donc bien ça sûr. se vaut. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est je pense que ça m'avait jamais autant frappé. Oui. À quel point le milieu fabrique l'imaginaire, le milieu fabrique les références, tout ce qu'on reçoit, la transmission qu'on reçoit des parents, à quel point ça peut vraiment, mais complètement chambouler un parcours professionnel et personnel. Et donc après ça, tu décides d'aller à la fac en licence. Licence 3. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à développer mon premier business, qui était un média mode. Oui. Et donc moi, dans ma tête, à ce moment-là, c'est vraiment mode luxe. C'est vraiment ça mon obsession. D'accord. Et que le business va prendre le pas à un moment donné sur les études. Et le business, c'est Fascist Black. C'est Fascist Black, ouais. Donc c'est un magazine de mode et de luxe, justement. Ouais, exactement. C'est un blog et qu'on a fait pivoter plusieurs fois. On est passé du blog, à l'époque qui était une plateforme assez populaire, à un site web où on pouvait mieux contrôler maintenant le contenu. Du site web, maintenant, on en a fait un magazine digital. Ouais. Et du magazine digital, parce qu'à l'époque, c'était difficile d'avoir de la pub en ligne. Ouais. On est en 2010-2011, hein, donc faut bien se remettre dans le contexte. C'était compliqué d'avoir des annonceurs. On n'avait pas encore changé. Exactement, on était en pleine phase de transition. Donc je pense que voilà, donc nous, je pense avec le magazine digital, on arrivait un peu trop en avance, et tellement en avance que les annonceurs nous disent non, mais nous, si vous n'êtes pas sur papier, on met pas d'argent. Ouais. Donc, on est obligé de faire le truc très contraire, de dire, OK, en fait, il faut qu'on reparte sur du papier. Et donc là, on fait du crowdfunding, on lève $50 000 en ligne avec notre communauté. Là aussi, je pense qu'on était très en avance sur notre époque, parce que ça, c'est 2011. Ouais. On lève de l'argent. Moi, en même temps, je suis du coup en école de commerce. Je précise quand même, le crowdfunding, déjà, $50 000, c'est pas rien. Vous arrivez à lever ça en 2 mois, à une époque où c'était pas du tout quelque chose de très répandu. Hein. Totalement pas. Il fallait avoir une carte bancaire pour pouvoir participer ou des choses comme ça. C'était vraiment très limité. Donc déjà cette expérience-là, déjà de se dire, OK, on va solliciter notre communauté. C'est pas un pas facile. Pas du tout, surtout pas en 2010. on va passer du gratuit à du payant. Et demander aux gens de contribuer. Exactement. Comment est-ce que c'est fait ce processus de réflexion? Est-ce que ça a été facile à mettre en œuvre? Le résultat, on le sait, ça a très bien marché en 2 mois. Vous avez levé ces fonds-là. Oui. Alors, dans le contexte, effectivement, on est donc 2010-2011. On est à cette envie-là de passer au papier. On sait, on est 3, quand je dis on, donc Patrick, Laura et moi, on est les 3 cofondateurs. Et on sait très bien que, bon, on va aller voir les banques vont pas nous suivre. Voilà, exactement. Bon, donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Un jour, on se retrouve pour un déjeuner de travail et puis elle nous dit, d'ailleurs, je suis tombée sur un truc aux États-Unis, un truc qui s'appelle le crowdfunding. Qu'est-ce que c'est? Et puis elle nous explique. Donc en gros, voilà, c'est un projet, tu viens le mettre en ligne, les gens peuvent contribuer avec des paliers, etc., etc. Je lui dis, bah alors attends, du coup, est-ce que les gars sont investisseurs? Elle me dit, non, ils sont pas investisseurs, ils sont, alors j'ai plus le terme, mais en gros, ils soutiennent quoi. Voilà, ils soutiennent mais en termes de finances, mais n'attendent pas un retour sur investissement. On n'est pas vraiment dans cette logique-là. Ils veulent juste accompagner un projet. Ils veulent accompagner un projet qu'ils aiment bien. Donc, on fronce un peu les sourcils parce qu'on se dit, est-ce que les gens vont accepter de donner de l'argent sur un projet et ne pas demander à avoir du cash en retour? Elle me dit, mais oui, j'ai vu 2-3 projets comme ça. Je dis, ok, bon écoute, elle nous montre sur son ordinateur de l'époque, on regarde, je dis, bon ok, ça se tente. Alors nous, on regarde nos chiffres. À l'époque, on a une communauté sur Facebook qui est autour de, je crois, on était 25 ou 30 000 abonnés, ce qui pour nous était énorme à l'époque. Et il faut rappeler qu'à l'époque, Meta n'était pas encore dans cette... Déjà, Meta même n'existait pas, c'était Facebook. Et puis, deuxièmement, on n'était pas encore dans cette logique-là de sponsoring des posts, etc. Donc, tout était très organique. Ce qui veut dire, du coup, que l'engagement était réel. C'est-à-dire que nous, on avait des posts qui pouvaient atteindre 50, 100 000 personnes. On en a eu beaucoup sans avoir mis 1 centime de publicité. Ça veut dire qu'il y avait un réel intérêt. Il y avait un réel intérêt. L'engagement était vraiment organique, pour le coup. Donc, quand on a 25 000 abonnés, on a vraiment 25 000 personnes. C'est-à-dire qu'on poste, on a à peu près 10 à 15 000 personnes minimum qui voient. C'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont complètement fermé les robinets. Et donc, on se dit, bon, alors, on a fait un calcul très bête. On a 25 000 personnes sur Facebook. Ok, très bien. On dit à Laura, ok, calculons si on veut faire un print, un magazine imprimé, combien ça nous coûterait en termes d'impression, distribution, etc. On arrive à quelque chose autour de 35, 40 000 euros à l'époque. Donc, on se dit, bon, c'est quand même pas donné. 35, on est étudiants, je précise. Tous les 3, vous êtes étudiants. Tous les 3 étudiants.
Moi, j'ai, je sais pas, 18-19 ans. Hein. Et on dit, oui, alors on va trouver 45 000 euros. Bon, on se dit, OK, on va voir. Si on a besoin de 35 000 euros, on a 25 000 abonnés. Si 25 000 personnes, chacun donne, je sais plus combien on a calculé, 2 euros ou un truc comme... On a fait un calcul vraiment très naïf. Alors si on y donne, etc., on peut arriver à couvrir les frais, etc. Allez, donc on se lance. C'est très naïf. Et donc on se lance, on regarde best practice en fait, quels sont les projets, parce qu'à l'époque il y a une plateforme qui s'appelle Kickstarter, pour dire qu'il n'est même pas en français. Ouais. Tout est en anglais. Je veux dire, elle est nouvelle même aux États-Unis quand nous on se lance. C'était donc faut bien comprendre. Le début du début. C'était le début, donc on n'est pas sur quelque chose qui a déjà super bien marché et puis ils ouvrent une version française. C'est que même pour les États-Unis, c'était nouveau. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, en termes de carte bleue, si vous voulez contribuer, ils ne prenaient que des cartes bleues Mastercard. Or, la majorité des gens ont des cartes Visa. Donc ça nous coupe encore plus le nombre de personnes qui peuvent donner. Mais nous, on n'est pas conscient de ça, on y va très naïvement. Donc on regarde, on dit, OK, quels sont les projets? Donc il y avait déjà des projets qui avaient levé 500 000 $, etc. On dit, OK, bon, donc on fait une best practice. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ça marche? Et donc on a vu qu'en fait, le gros du travail, c'est le storytelling. Réussir à convaincre les gens sur la qualité de son projet, la qualité des porteurs de projet, bien sûr. Donc en gros, du pitch. Ce qui est nouveau pour nous à ce moment-là. De toute façon, nous, on se pense pas en start-up. Mais en fait, en vrai, c'était quand même une culture start-up. Et donc, on regarde le pitch, on se dit, OK, en fait, il faut faire une vidéo de présentation, d'expliquer un peu c'est quoi la vision, à quoi vont servir les fonds, et qu'est-ce que ça va apporter, etc., etc. Donc, on travaille sur la vidéo, on la fait, on la poste, on décide de quelle période à quelle période, et puis on décide aussi d'une espèce de campagne un peu RP en se disant, on va essayer de contacter les médias. En leur disant, voilà, il y a ce média français-là qui est né sur Internet, qui a une communauté quand même active. On était quand même assez présents sur la toile à ce moment-là, en France en tout cas, et qui décide de faire le pas, du coup, de passer du web au print. En se disant, encore une fois, que les gens vont dire, mais génial, mais c'est quelle idée, on va accompagner. Oh, tu parles. Personne nous a calculé, mais c'est pas plus mal. Donc, du coup, ça nous a obligés vraiment à nous replier et compter uniquement que sur notre communauté. On n'a pas eu de support externe, etc., etc. Mais c'est ça qui est beau aussi. C'est ça qui montre le possible. Oui. L'étendue du possible. L'étendue du possible. Et moi, ce que ça m'a appris et qui me sert encore aujourd'hui avec le Club Aden, c'est vraiment, ça m'a rendu très radical sur l'importance de la communauté et l'importance vraiment de nouer un lien fort avec les gens qui vous suivent au quotidien. Surtout quand l'espace est saturé. C'est un choix que quelqu'un décide de dire, je pourrais être en train de regarder 15 000 trucs, je te regarde toi. Je t'accorde 15, 20 secondes, voire plus de mon temps. C'est très précieux. Il faut réussir à construire avec ces gens-là parce que sur la durée, le jour où vous avez quelque chose à leur proposer, s'ils sont convaincus de votre valeur ajoutée, ils donnent sans trop de problèmes. Et donc nous, à ce moment-là, effectivement, on a 2 mois pour lever. Et ce qu'il faut savoir qui est très important, c'est que Kickstarter, disons que vous avez demandé 1 000 euros. Si le dernier jour de la campagne, vous n'avez pas 1 000 euros, vous êtes à 990, ils annulent tout. Ah ouais? Oui. Okay. Il n'y a pas de... alors, à la fin de la campagne, on vous donne ce que vous avez pu lever. On s'en fout. Si vous n'avez pas atteint l'objectif, tout est annulé. Ok, donc ça t'oblige à fixer un objectif. On peut le dépasser, mais on ne peut pas faire en dessous. Oui, justement, ça t'oblige à fixer un objectif qui soit quand même raisonnable. Oui. Qui ne soit pas trop énorme. Trop énorme. Voilà, sinon c'est trop facile. Voilà, c'est ça. Voilà, mais ça met une pression. Ah oui. Ça met une pression, c'est clair. Parce qu'en plus, la jauge de progression est publique. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut voir de 0 à 100% où est-ce que vous en êtes dans la progression de votre projet. Donc, il faut imaginer, c'est très, très stressant. Et donc, moi, je suis encore en école de commerce, donc je dois gérer l'école de commerce et ça. Donc, c'est quand même particulièrement stressant. Au début, ça met du temps. Les gens sont oui super, on adore. Bah alors on regarde la jauge, elle progresse pas vraiment de masse. On fait oh putain, on va s'afficher devant tout le monde et tout. Donc tous les jours on est là. Et le pire c'est qu'en plus en fait on pouvait mettre et retirer. Donc on avait c'était des montagnes russes parce qu'en fait les gens peuvent mettre et puis j'ai une bêtise, quelqu'un dit alors mais j'ai adoré ce projet. Je sais pas, il y a un palier, il y avait le minimum c'était 5 €. Donc il y avait 5, je pense 5, 20, 30, 100 et un peu plus. Donc quelqu'un peut dire, il est dans un bon mood comme ça, il vient aujourd'hui, il dit tiens, ah non mais j'adore ces petits là, ce qu'ils font, je vais mettre 100 €. Allez hop, nous on est là, ouais on a progressé de 100 €. Je sais pas, la personne dans l'après-midi, on l'appelle du pays, il y a tel problème, etc. On a besoin que tu envoies l'argent. Il fallait cancel les 100 €, on a reculé. Ah non mais mais quelle expérience mon Dieu. Ah oui, j'imagine. Et donc c'était particulièrement stressant. Mais on n'a pas lâché. Et puis je pense le déclic arrive 3 semaines avant la fin de la campagne. À 3 semaines, je pense qu'on est à peu près à 50-60%, ce qui est déjà pas mal par rapport à l'objectif fixé qui était de 30 000 € à peu près.
Donc, on est à 60%, donc on est là, on fait nos calculs de probabilité. Bon, alors si on progresse comme ça, normalement, on devrait rentrer dans les clous. Mais nous, tant qu'on n'a pas passé les 90%, on n'est pas sûr. Et puis, il se passe un soir où on est au téléphone tous les trois, les cofondateurs, en train d'en parler, de parler de la campagne. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus? Est-ce qu'il faut qu'on aille, je sais pas, chercher des célébrités? Enfin, on est vraiment en train de réfléchir. Et en fait, moi, j'avais pris l'habitude de, tellement j'étais stressée, d'actualiser toutes les 5 minutes la page pour voir si on avance. Et j'actualise pendant qu'on est au téléphone et je vois qu'on a avancé. Ah, les gars, en fait, on vient de prendre, je sais pas, 100 €. Ah, super et tout. On parle encore. Je réactualise, je sais pas, mais vraiment très machinalement, hein, sur mon ordinateur, je sais pas, 15 minutes plus tard. 15 minutes plus tard, on a avancé de 1 000 €. Je fais, les gars, là, je sais pas ce qui se passe. Mais apparemment, il y a des gens qui sont en train de mettre de l'argent, je comprends pas. Est-ce que c'est... Et du coup, je demande à Laura, c'est toi? Elle me dit non. Patrick, c'est toi? Non. Bon, ok, moi c'est bizarre. Ok, on continue parce qu'on restait du coup très très longtemps au téléphone. Et je pense que ce soir-là, on est passé probablement d'un truc de 60 à 80 ou 90%. La mayonnaise prenait. Mais ce soir-là, en particulier. Il y a eu un moment où... Il y a eu un truc. Et donc, c'est après qu'on a compris, en fait, que je n'ai toujours pas la trace exacte d'où c'est parti. Ouais. Mais qu'on a compris qu'il y a des gens, en fait, quand ils ont donné de l'argent, ils sont un peu devenus nos ambassadeurs. Donc, eux, maintenant, allaient chercher d'autres personnes. Et donc, il y a une espèce de petit groupe qui s'est mis ensemble pour dire, on va se défier, en fait, et on va faire que ce projet-là réussisse. Waouh. Ce sont pas nos et parents. Ça a été fait spontanément. Ils l'ont fait de leur côté. On n'a rien demandé. Excellent. Je pense que 2, 3, 4 jours avant, je me râlais sur Internet, bien évidemment, en disant, voilà, les Noirs, c'est comme ça. Vous voulez des projets, mais quand il faut soutenir, il y a personne, machin truc. J'ai fait mon coup de gueule, je suis passé à autre chose. Mais je pense que ça a dû résonner quelque part, moi ou Patrick ou Laura. On ne sait pas de quoi c'est parti. On sait juste que ce soir-là, toutes les 5 minutes, des gens mettaient de l'argent. Jusqu'à ce qu'on arrive à 90%. Et c'est là qu'on voit que la psychologie dans ce genre de projet est très importante. Parce que dès qu'on a passé la barre des 90, je pense que tout d'un coup, c'est devenu très réaliste dans la tête de beaucoup de gens qui hésitaient. Alors, quand ils ont vu 90, ils se sont dit, non, mais en fait, leur projet, là, va réussir. Pardon, je m'en vais mettre mon argent avant qu'on dise que voilà. Et donc, on a passé les 10% du coup en 24 heures et on a fini quasiment 10 jours avant et on a fini même à plus. On a fini à 45 000 $. Ouais. On a eu un surplus de 15 000 $ par rapport à ce qu'on avait prévu. Donc, c'est comme ça qu'on est passé du web et donc, ça veut dire que tout au long de ces 2 mois-là, vous faisiez campagne quand même. C'est-à-dire que... Non-stop. Non-stop. Mais en fait, là, s'il y a une leçon à tirer de ça, c'est que le crowdfunding, on le réussit avant. C'est avant de démarrer la campagne. C'est tout ce que vous faites avant. En fait, finalement, le crowdfunding doit arriver une fois que les gens sont déjà archi convaincus. Ils attendent juste de où est-ce qu'on met l'argent. Okay. Mais si vous commencez directement par « je viens parler du projet », je vous dis pourquoi il est intéressant et éventuellement si vous kiffez vous donnez de l'argent. En fait, tu perds déjà la moitié de ton temps de campagne. Le temps de conviction, le temps de etc. Donc ça, c'est mieux de le commencer en amont, travailler les gens au corps. Et en fait, une fois qu'ils sont, j'allais dire pré-cuits, la cuisson dure 5 minutes. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, finalement, 2 mois, ça a l'air long, mais sur une campagne comme ça, c'est très court. C'est très court, ok. Ouais.